toutes et à tous. Merci d'être venus ici aujourd'hui à cette conférence que le FNDC France a tenu à organiser, mais pour vous les Guinéens. Pourquoi on a tenu à organiser une conférence? C'est déjà pour nous l'occasion qu'on puisse se retrouver ensemble pour déjà voir qui est qui, mettre un nom sur un visage. Moi, je pense que c'est très bien. Et puis, d'autre part, c'est vrai qu'on est beaucoup dans les actions sur la voie publique. Et on s'est dit, bon, cette fois-ci, ça serait peut-être bien aussi de faire une conférence pour expliquer un peu, nous, notre position FNDC, la position du FNDC national et du FNDC France aussi, qui est la même position. Quant à savoir bon, la défense de la Constitution de 2005, la défense de la Constitution guinéenne de 2005, et aussi d'affirmer notre opposition au troisième mandat de M. Alpha Condé. Tout d'abord, je voudrais remercier toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et remercier aussi nos conférenciers qui sont là, qui ont bien voulu répondre à notre invitation. Maître Amin El Khatib, Monsieur Jean-Paul, excusez-moi pour ne pas écorcher votre nom, non, ouais. Excusez-moi, Monsieur Aïdara qui est venu aussi de Nantes. Nous avons Monsieur Mohamed Sanoussi Fadiga qui est le vice-coordinateur des FNDC France qui aussi va intervenir. Et nous venons d'avoir l'excuse de Monsieur Dylan Boutiflat qui malheureusement ne peut pas venir pour des problèmes familiaux, donc il vient d'envoyer le message d'excuse, donc il s'en excuse. Nous avons Monsieur Cassé qui est membre FNDC France, qui est aussi un représentant de l'UFDG. Nous avons Monsieur Gouli Cissé qui est là, qui est membre FNDC France aussi et qui est représentant aussi du parti Bloc libéral en France. Voilà. Merci en tout cas d'être venu et j'espère que notre conférence sera riche et que ça pourra vous apporter aussi quelques réponses sur toutes les questions que vous vous posez sur la Constitution et sur la position aussi des pour et des anti, parce que moi je pense qu'il faut l'expliquer aussi pour comprendre un peu, et surtout comprendre aussi les enjeux qui sont engagés dans ce combat, et qu'est-ce que ça va être pour la Guinée, qu'est-ce que ça va être pour les Guinéens, quelles sont les conséquences. Donc, nos invités essaieront, chacun dans son domaine bien précis, d'expliquer un peu voilà, ce que c'est déjà la Constitution de 2010, en quoi ça consiste, et le pourquoi et le comment, pourquoi il ne faut pas toucher à cette Constitution. Est-ce que ça répond à nos besoins au niveau sur le plan constitutionnel, est-ce que ça répond à nos besoins ou pas? Bon, nous, en tout cas, notre position, elle est claire là-dessus. On est là pour défendre la Constitution du 7 mai 2010, parce qu'on pense que c'est ce qui répond à nos besoins aujourd'hui et qu'il n'y ait pas d'urgence pour faire changer cette Constitution, ni d'urgence pour avoir une nouvelle Constitution. Et on est opposé aussi au projet de troisième mandat de M. Alpha Condé, parce que tout simplement, on veut une alternative démocratique. Et la Constitution lui interdit de se présenter pour un troisième mandat, et donc qui est pour l'alternative démocratique. Et c'est ce que nous défendons aujourd'hui. Après 60 ans d'indépendance, notre pays, la Guinée, avec toutes ses richesses humaines, matérielles, du sous-sol et du sol, a toujours du mal à décoller, à se développer pour se hisser parmi les pays émergents du continent africain.
Après toutes ces années de lutte d'indépendance, nous constatons que certains pays africains, dont la Guinée, se sont détournés de l'objectif visé, celui de rendre à leur population les valeurs nobles et la fierté attendue, en vue de faire oublier la plaie infligée par des années de soumission arbitraire. Aujourd'hui encore, la Guinée est caractérisée par l'enrichissement personnel demeuré auprès de nos dirigeants comme une préoccupation au détriment de l'immense majorité des Guinéens. Le président Alpha Condé, dont il est question aujourd'hui, a instauré un système de pillage institutionnalisé de nos ressources. La moitié de la Guinée a été bradée et hypothéquée pour faciliter un enrichissement personnel d'une poignée d'amis et de ses sbires au détriment de nos populations qui tirent le diable par la queue. La diaspora guinéenne que nous représentons, de la France particulièrement et de l'Europe tout entière, sans oublier des autres pays, est solidaire et restera solidaire, car l'émergence de la Guinée ne peut pas être une fatalité. Notre destin et celui de nos progénitures ne seront jamais abandonnés dans les mains de ces vendeurs de tapis et despotes. Nous allons relever ce défi de nettoyage des institutions. Pour cela, nous n'avons besoin d'aucun répit, aucun repos pour défendre les aspirations des Guinéens pour un lendemain meilleur, dans une Guinée meilleure où la prospérité rime avec la liberté de s'épanouir. Le premier devoir du citoyen est dans ce cas celui de défendre sa constitution qui garantit l'éthique et l'égalité de chance pour une alternance dans notre pays. Ce combat, c'est ce que nous avons commencé et c'est ce que nous allons poursuivre. La mauvaise gestion des biens publics et l'impunité qui ont pris place dans notre pays, la Guinée, sont les quotidiens de la gouvernance actuelle de M. Alpha Condé. Nous avons hâte de voir ce M. Nelson Mandela de la Guinée qui n'arrive pas à venir. En attendant, la jeunesse guinéenne est sans espoir, sans espérance, sans confiance aux aînés et sans perspective d'avenir. En raison de la mauvaise gouvernance en Guinée et qui continue toujours à perdurer, la jeunesse fuit massivement le pays pour aller se suicider dans la Méditerranée. L'histoire retiendra que Alpha Condé n'a pas réussi à réformer la Guinée, mais qu'il a plutôt dégradé et aggravé les conditions de vie du Guinéen lambda. À travers cette conférence débat, je dirais, le FNDC veut informer, communiquer et surtout donner la possibilité à tout un chacun de s'approprier de ce combat. Que Madame la coordinatrice soit là, que M. Kassé, que M. Fadiga ou Gouli Sissé soient là ou pas, chacun d'entre nous présents ici, doit être en mesure de s'approprier de ce combat et de l'expliquer à qui il veut. La mouvance présidentielle, vous le savez, ils sont en train de les former pour pouvoir nous vendre à prix dérisoire leur mauvaise constitution qu'ils appellent la nouvelle constitution de la Guinée. Mais on va croiser les arguments contre arguments, d'où l'intérêt de cette conférence aujourd'hui. Et surtout, ça va nous permettre, cette conférence, de lever un voile d'ombre sur la constitution guinéenne de 2010 et de démontrer à quel dessein M. Alpha Condé veut nous imposer une nouvelle constitution. Grâce à une belle colonne d'experts avertis que vous avez sur cette table, nous allons réussir à appréhender un certain nombre de questions qui sont, entre autres, de quelle constitution la Guinée a-t-elle besoin aujourd'hui pour une alternance démocratique? Dans quel contexte la constitution de 2010 peut être située pour défendre la réalité guinéenne aujourd'hui, d'ici en 2020, et je dirais, quelles sont les possibilités de modification de cette constitution et par qui? Avant de me prononcer sur la thématique qui m'incombe, je voudrais faire une petite précision. Je pense qu'elle est nécessaire. La conférence que nous organisons aujourd'hui, ce n'est pas une conférence débat, c'est une conférence d'information. C'est-à-dire c'est une conférence qui consiste à avancer des arguments juridiques qui appuient les prétentions du FNDC. Une conférence qui consiste à justifier la position du FNDC, dont vous connaissez déjà, qui se repose sur les triptyques. C'est-à-dire il n'y aura pas de référendum, il n'y aura pas de révision constitutionnelle, il n'y aura pas de nouvelle constitution.
Donc en quelque sorte, c'est une conférence qui consiste à défendre la Constitution du 7 mai 2010, qui, sans aucune exagération, à notre avis, pour ceux qui connaissent l'histoire constitutionnelle de la Guinée, est l'une des meilleures constitutions, et d'ailleurs la meilleure constitution. Parce que vous savez, depuis 1958 jusqu'à nos jours, notre pays a connu 4 constitutions. La constitution de 1958, la constitution du 14 mai 1982, la constitution de 1990 et la constitution du 7 mai 2010. Et toutes ces constitutions répondent de manière théorique les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux et établissent une liste théorique des droits fondamentaux. Mais vous savez, il ne suffit pas seulement de dire c'est comme ça le pouvoir exécutif doit fonctionner, c'est comme ça le pouvoir législatif ou judiciaire doit fonctionner. Voici une liste des droits ou des libertés qui vous appartiennent, sans mettre en place des mécanismes juridiques qu'il faut pour rendre effective la jouissance de ces droits. Et sauf que nous avons constaté que parmi toutes ces constitutions, c'est-à-dire les 3 premières constitutions que la Guinée a connues, aucune de ces constitutions n'a mis en place un mécanisme juridique visant à rendre effective la jouissance de nos droits. C'est que la constitution du 7 mai 2010, à travers l'institution que nous connaissons, qui est la Cour constitutionnelle, même si cette institution, elle a du mal à s'émanciper de son créateur, mais le simple fait de la mettre en place, cela demeure un acquis. Nous disons que pour nous, la bonne constitution, ce n'est pas une constitution qui se limiterait à établir une liste théorique des droits fondamentaux, mais c'est celle qui mettra en place des mécanismes juridiques qu'il faut pour rendre effective la jouissance de nos droits civils, de nos droits politiques, socio-économiques et culturels. Pour nous, la bonne constitution, ce n'est pas celle qui conférera un pouvoir exorbitant à un individu, mais c'est celle qui circonscrira dans le temps et dans l'espace la durée du mandat de président de la République. Pour nous, la bonne constitution, c'est celle qui facilitera l'alternance démocratique. Pour nous, la bonne constitution, c'est celle qui dépersonnalisera le pouvoir pour l'institutionnaliser. Et à ma connaissance, la constitution du 7 mai 2010 répond parfaitement à ces critères. Donc, pour me prononcer sur la partie qui m'incombe, la thématique qui m'incombe, pour la qualité de la démarche, j'ai décidé de faire un plan qui se subdivise en 2 parties. La première partie consiste à présenter de manière théorique ce que c'est que la Constitution, le rôle de la Constitution. Et la deuxième grande partie me conduira à me prononcer sur les procédures à suivre pour élaborer une nouvelle Constitution et réviser la Constitution. Donc, pour ce qui concerne la première partie, celle concernant le rôle d'une Constitution, je me donne le droit de citer l'article 16 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui définissait que c'est qu'une constitution. Cet article estime que toute société dans laquelle la garantie des droits fondamentaux ne sont pas assurées, la séparation des pouvoirs ne sont pas déterminées, cette société n'a pas de constitution. Ce qui veut dire qu'une constitution, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa forme, qu'elle soit écrite ou orale, elle vise 2 objectifs. C'est-à-dire, le premier objectif, c'est de nous permettre de connaître les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux. C'est-à-dire, c'est de nous dire, voici le domaine de compétence de pouvoir exécutif, voici le domaine de compétence de pouvoir judiciaire, domaine de compétence de pouvoir législatif. C'est de nous dire que l'exécutif est là, c'est pour conduire la politique générale de la nation. Le pouvoir législatif est là, c'est pour voter des lois, évaluer et contrôler la politique publique de gouvernement, s'il faut même engager sa responsabilité à travers les mécanismes que nous connaissons, que nous appelons la motion de censure, qui peut être une motion de censure provoquée ou une motion de censure spontanée. Et aussi le pouvoir judiciaire est là, c'est pour veiller sur l'application des lois déjà votées par le pouvoir législatif. C'est ce qui a conduit Montesquieu à dire que les juges ne sont que des bouches qui prononcent la parole de la loi. Et ça, c'est la première fonction de la Constitution. Et la deuxième fonction de la Constitution, c'est celle qui vise à garantir les droits fondamentaux, ce qui est différent du droit public. Parce que j'entends par là droit public ou la liberté publique, c'est celle qui a une valeur législative. Un droit devient fondamental à partir du moment où ce droit a une consécration constitutionnelle, à partir du moment où ce droit a une valeur constitutionnelle. Donc la Constitution a pour objectif de garantir des droits qui ont des valeurs constitutionnelles. Et ça, voici de manière un peu résumée les 2 objectifs de la Constitution. D'un côté, il définit les rapports que les différents pouvoirs constitués entretiennent entre eux,
De l'autre côté, elle garantit nos droits fondamentaux, les droits qui sont reconnus par la Constitution, à travers l'institution que nous connaissons qui est la Cour constitutionnelle. Sans elle, la Constitution n'est qu'une obligation morale. Et ensuite, sans plus tarder, je vais me prononcer sur les procédures qu'il faut pour élaborer la Constitution ou pour réviser la Constitution. Vous savez, lorsque un État est naissant ou lorsque l'on se retrouve dans une situation d'une discontinuité institutionnelle qui résulte soit d'un coup d'État ou d'une guerre civile, pour doter ce pays à une nouvelle constitution ou à une constitution, on convoquera l'institution qu'on appelle l'Assemblée constituante originaire. Et c'est à l'Assemblée constituante originaire qui a pour rôle de rédiger la constitution d'une nation. Et quand celle-ci aura fini de rédiger cette constitution, elle va être soumise au peuple par la voie référendaire. D'ailleurs, la terminologie référendum qui est aujourd'hui utilisée à outrance nous permettra d'expliquer très bien ce que c'est qu'un référendum et ce que c'est qu'une assemblée constituante. C'est-à-dire l'assemblée constituante originaire qui élabore la constitution, quand elle aura fini d'élaborer la constitution pour que ça devienne la norme suprême, pour que ça soit la norme qui est au-dessus de toutes les autres normes, pour que ça soit la norme dont toutes les autres normes de rang inférieur tirent leur validité à elle, il faut que le peuple se prononce. Vous savez, en démocratie, il y a une terminologie qui est fondamentale, c'est la souveraineté. Et c'est le peuple qui est titulaire de la souveraineté. L'article 2 de la Constitution du 7 mai 2010 estime que la souveraineté nationale appartient au peuple, qu'il exerce soit directement par la voie référendaire, soit à travers ses représentants par les députés. Et donc, cette voie référendaire, ce n'est pas toutes les questions constitutionnelles qui sont susceptibles de faire l'objet d'un référendum. Ce n'est pas toutes les questions juridiques qui sont susceptibles de faire l'objet d'un référendum. Pour qu'une question juridique fasse l'objet d'un référendum, il faut que ça soit une question sociétale, une question juridique, une question économique, une question en quelque sorte qui a un rapport avec le fonctionnement de l'État. On n'organise pas le référendum parce qu'un président est mécontent. On n'organise pas le référendum parce qu'un président veut interdire la polygamie. On organise le référendum, c'est lorsqu'il s'agit d'une question qui a un rapport avec l'organisation du pouvoir public. Il faut que cela soit clair. Et les constituants du 7 mai 2010, qui étaient traumatisés par la présidence à vie que la Guinée a connue sous la Première République et sous la Deuxième République, se sont dit qu'il ne faudrait pas que la même situation se reproduise. Pour ce faire, il faut que nous mettions en place les mécanismes juridiques qu'il faut pour éviter qu'un individu ne s'éternise au pouvoir, pour éviter qu'une personne ne demeure éternellement un chef d'État. C'est partant de cette remarque-là que ces constituants ont estimé qu'il serait judicieux que nous érigions au rang des principes fondamentaux de la République, des identités républicaines, la durée du mandat. C'est-à-dire qu'ils ont estimé que, comme on n'organise pas le référendum comme on le souhaite, et vu que c'est une arme constitutionnelle aussi que les citoyens ont, il faut faire en sorte que la durée du mandat du président de la République ne fasse pas l'objet d'un référendum. C'est pourquoi l'article 154 qui va être commenté par un de nos intervenants, les constituants ont estimé que tout projet ou toute proposition de révision constitutionnelle qui vise à remettre en cause les identités républicaines, notamment la durée de mandat, ne sont pas du tout susceptibles de faire l'objet d'un référendum. Donc, ce qui veut dire qu'on peut organiser le référendum. Mais en aucun cas, les identités républicaines, à savoir la durée du mandat du président de la République, à savoir la forme républicaine, c'est-à-dire la transmission du pouvoir par la voie démocratique, ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un référendum. Donc, voici la démarche intellectuelle qu'il faut pour pouvoir doter d'un pays d'une constitution à travers l'Assemblée constituante originaire. On se pose la question de savoir si on peut ou non modifier une constitution. Je pensais que la question c'était de savoir de modifier la constitution de 2010. Maintenant j'apprends qu'il est possible quand vous fasse signer une nouvelle constitution. Donc tous les moyens sont bons pour sortir de la constitution de 2010, alors que la constitution de 2010 ferme très bien la porte. Je vais m'intéresser à l'article 154 de la Constitution qui prévoit un certain nombre de limites,
un certain nombre de limites qui sont par nature infranchissables et qui ne permettent pas au président ou au pouvoir en place de modifier la Constitution. La première question qui doit se poser, c'est de savoir si on peut interpréter un article, l'article 154, seul, indépendamment des autres dispositions de la Constitution, seul pris juste avec ses propres mots. Si on prend l'article 154, celui-ci dit que la forme républicaine de l'État, le principe de laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et la durée des mandats du président ne peuvent faire l'objet d'une révision. Donc l'article énumère certains aspects, en l'occurrence 9, qui ne peuvent pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle et qui ne peuvent même pas faire l'objet d'un projet, d'un début de commencement d'une idée d'une révision constitutionnelle. Donc parmi lesquels on retrouve la durée et le nombre des mandats du président de la République. Donc le président en place devrait normalement s'arrêter au bout de 2 mandats. 10 ans de pouvoir. 10 ans de pouvoir, je trouve ça objectivement pas mal pour changer la situation d'un pays. 10 ans de pouvoir, ça peut être une éternité pour des gens qui sont à soif d'alternance et de changement politique. Au bout de 10 ans, on peut dire que le travail, s'il a été fait, on peut s'en aller. S'il n'a pas été fait, on doit s'en aller. Pourquoi la Constitution de 2010 et l'article 154 fixent une limite? Il fixe une limite parce que c'est cohérent avec d'autres dispositions de la Constitution. Donc si on prend l'article 154 seul, rien qu'à sa lecture, on se rend compte que ce n'est pas possible de modifier la Constitution. Mais on peut dire peut-être que si on le prend avec d'autres dispositions, il pourrait nous permettre de modifier la Constitution. Donc la question principale, c'est de savoir si l'article 154, au regard d'autres dispositions de la Constitution, et notamment d'une disposition qui m'intéresse particulièrement, c'est le prévu au préambule de la Constitution, l'une des premières phrases de la Constitution, qui prévoit que le peuple de Guinée, vous, réaffirme sa volonté d'édifier dans l'unité et la cohésion nationale un état de droit et de démocratie pluraliste. Un état de droit et de démocratie. Soit on est démocrate, soit on ne l'est pas. On ne peut pas l'être sur papier et ne pas l'être en pratique. Donc, avant d'interpréter l'article 154, il y a quelques remarques formelles, liminaires à prendre en compte. D'abord, sur la forme, l'article 154, il fait partie du titre 18 de la Constitution relatif à la révision de la Constitution. Et la révision de la Constitution, elle comporte 3 articles. L'article 152, 153 et 154. Donc on pourrait se dire que 3 articles consacrés à la révision de la Constitution, c'est insuffisant. Mais il faut savoir qu'en France, il n'y a qu'un seul article qui est consacré à la révision de la Constitution, c'est l'article 89. Donc en soi, formellement, le nombre d'articles qui composent un titre n'est pas en soi un gage de qualité, ou non. Donc le nombre d'articles ne peut pas être pris comme un facteur déterminant sur la solidité de la procédure de révision constitutionnelle. Il faut s'interroger sur l'articulation entre les articles 152, 153 et 154. D'abord, l'article 154 qui évoque certaines limitations constitutionnelles, elles sont au nombre de 9, renvoie implicitement à un autre article de la Constitution, c'est l'article 27, qui a été cité tout à l'heure, et qui précise que le président de la République, votre président, est élu au suffrage universel direct. La durée de son mandat est de 5 ans, renouvelable une fois. En aucun cas, il y a bien le mot en aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels consécutifs ou non. Donc il pourrait revenir ou ne pas revenir à la Poutine ou à la Medvedev, ça c'est à lui de voir. Mais en aucun cas, il ne pourrait dépasser 10 ans de règne. Quand on commence à dépasser 10 ans, on commence à devenir un roi. Pour une constitution
républicaine, le régime n'est pas adapté au mode d'exercice de pouvoir. Donc, sur cette partie d'interdiction et de révision, la Constitution a le mérite d'être claire. À chaque fois que je vous lise un article, il ne peut pas faire l'objet d'une autre interprétation que l'interprétation littérale en soi de l'article. Donc, il faut s'interroger sur le fond de l'interprétation. L'article 154 vient encadrer une procédure constitutionnelle importante. C'est la plus importante qui soit dans la vie d'un pays et la vie d'un État. Et qui, à mon sens, la révision de tout projet constitutionnel en Guinée, elle obéit à un certain équilibre. Je ne sais pas si c'est la meilleure constitution au monde, mais en tout cas, en ce qui concerne la révision, elle obéit à un équilibre. D'abord, il y a l'article 152. L'article 152 prévoit que l'initiative de la révision constitutionnelle, elle est accordée aux deux pouvoirs de l'État. D'abord au président de la République et aux députés, c'est-à-dire vos représentants. Donc, en quelque sorte, vous avez un peu le droit de modifier et de réviser la Constitution. Ensuite, le projet de révision est présenté à l'Assemblée nationale, qui va voter. Soit le nombre de voix obtenues soit on obtient une majorité simple, c'est-à-dire plus de 50%. Dans ce cas, le projet de constitution, de révision constitutionnelle, doit passer par une phase de confirmation où c'est soit le président qui va venir confirmer le vote, président élu au suffrage universel, donc en quelque sorte, vous confirmez le vote, soit c'est au référendum, c'est-à-dire la parole est donnée au peuple une deuxième fois pour qu'il confirme ce vote, si le projet doit être adopté ou non. Donc, en quelque sorte, les représentants du peuple vont adopter et ensuite le peuple va confirmer. Et c'est la voie royale. Quand on passe par un référendum, généralement, c'est que le sujet et que l'heure est grave. La dernière phase, c'est celle qui donne au président en place la possibilité d'approuver la décision du Parlement sans référendum. Sans passer par un référendum, le président peut lui-même approuver le vote établi par le Parlement. Donc, le président peut être à la fois initiateur du projet de révision constitutionnelle, puisqu'il a le droit de réviser la Constitution qui le régit, mais il a également ce rôle de finisseur. Il va intervenir au début et il est susceptible qu'il intervienne à la fin. Dans ce cas, le processus d'adoption est assez long. Il est assez complexe, mais il reste équilibré. Toujours selon l'article 152, il y a un autre mode d'adoption qui existe. C'est que le projet de révision, qu'il soit présenté par le président ou par un député, il ne passe que par l'Assemblée nationale. Et dans ce cas, il devrait recueillir la majorité des 2/3 des voix des députés. Donc c'est une majorité en quelque sorte renforcée pour qu'il soit définitif. Dans ce cas, on ne passe ni par référendum, ni par le président en place. Jusqu'ici, ces deux modes d'adoption assurent un certain équilibre parce que à la fois vos députés peuvent être à l'initiative et votre président peut l'être également. Donc c'est un partout entre l'exécutif et le législatif, même si en pratique, le projet de révision va plutôt émaner du président de la République, sachant qu'à chaque fois en Guinée et dans beaucoup de pays, le président en place a déjà une majorité parlementaire, donc c'est plus facile pour lui de faire passer ses projets de révision constitutionnelle. Donc sur le fond de l'interprétation, là encore, c'est simple. Mais il faut se poser une autre question, c'est pourquoi on interdit ? On interdit parce il faut prévoir deux types d'interdictions, des interdictions à la fois matérielles et circonstancielles. Matérielles parce que si on autorise chaque président en place à tout modifier, ça ne sert à rien de rédiger une constitution. Autant le laisser libre et que chaque président fasse son propre jeu. Mais il faut respecter un certain nombre de règles de jeu. Lorsqu'on dit que la forme républicaine de l'État ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision de la Constitution, c'est parce que si on sort du régime républicain, de la République,
ce n'est plus la même constitution. Donc en soi, on ne révise pas une constitution, on adopte une nouvelle. Donc on ne peut pas sur la révision, sur la forme républicaine. Le principe de laïcité, on ne peut pas également parce que c'est affirmé dans le préambule que l'État est laïque. Donc si on commence à dénaturer ce principe, autant changer de constitution. Mais le nombre, à mon avis, et la durée du mandat ne sont que des interdictions circonstancielles. C'est-à-dire que dans d'autres pays, on pourrait imaginer qu'il n'y ait qu'un mandat, qu'un mandat unique, et une durée de mandat supérieure ou inférieure à 5 ans. En soi, ces dispositions peuvent faire l'objet d'une modification, mais ailleurs. Pas ici. Pourquoi pas ici? Parce que les règles du jeu ont été établies dès le début. Il a été élu sur cette constitution et donc il doit respecter ces articles. Donc en soi, c'est la raison pour laquelle je vous dis que c'est illogique d'organiser une conférence sur l'interprétation ou la révision de la Constitution, tellement la Constitution de 2010 est bien rédigée et ne nécessite pas 5 ou 6 intervenants pour vous l'expliquer. Donc j'estime, je dois retrouver ma feuille, mais j'estime qu'à la fin, j'ai pu au moins vous démontrer que si on prend l'article 154, indépendamment des autres articles de la Constitution, interprété seul, on se rend compte que le président Alpha Condé n'a que 10 ans de pouvoir. Et donc il devrait quitter en 2020. Si on interprète l'article 154 avec d'autres dispositions de la Constitution, eh bien l'article obéit à la même logique, c'est-à-dire qu'il y a une cohérence constitutionnelle où il y a un certain nombre d'interdits qu'il ne faut pas franchir, ce sont des limitations. Franchement, j'ai beaucoup réfléchi à un raisonnement ou à une interprétation juridique qui pourrait justifier potentiellement une révision constitutionnelle, mais heureusement, il n'y en a pas, et malheureusement pour le président, il n'y en a pas. Donc, je viens d'apprendre qu'on pouvait l'appeler le professeur. Si le professeur n'aboutit pas à la même conclusion que nous aujourd'hui, c'est qu'il n'est pas professeur parce que il suffit, ou qu'il est professeur en entourloupe juridique, parce qu'il suffit de lire la première phrase de la Constitution. La première. Que dit la Constitution? Elle dit: la République de Guinée, tirant les leçons de son passé et des changements politiques intervenus depuis lors. En conséquence, personnellement, je ne suis pas guinéen, mais je conseillerais au président d'éviter de prolonger la durée de son mandat au vu du passé noir que subissait et qu'a subi le pays, pour que le pays s'habitue à une alternance politique, parce que c'est d'abord le but de la Constitution, c'est l'alternance, c'est la démocratie, c'est l'état de droit. Moi, j'ai envie que le professeur ou le président, que l'histoire retienne que ce président, à un moment, a eu la tentation de s'éterniser au pouvoir. Il a en ce moment ces tentations. Mais en tant que professeur qui se respecte, il a eu la lucidité simplement de lire la Constitution et de s'y... Premièrement, je vais présenter mon sujet sur le fait que le projet de changement constitutionnel s'inscrit pleinement dans les précédents cafouillages constitutionnels prévus, n'est-ce pas, organisés par des dirigeants ouest-africains et africains. Donc, l'inscription, n'est-ce pas, de ce projet dans les cafouillages constitutionnels précédents auxquels nous sommes habitués. Et le deuxième aspect, c'est que je vais présenter l'idée que ce projet est irréversiblement attentatoire à l'alternance politique. Et vous verrez pourquoi. Quelle que soit l'issue du projet, qu'il réussisse ou qu'il ne réussisse pas, ce projet est irréversiblement, vous le verrez, n'est-ce pas, attentatoire à l'alternance telle qu'elle a été voulue. Pourquoi d'abord, sur le premier aspect, un projet qui s'inscrit, n'est-ce pas, dans l'existence de situations précédentes. Deux choses essentielles. Vous constaterez que nous évoquerons plusieurs exemples, et donc ces exemples sont marqués par une diversité de méthodes, de techniques juridiques utilisées par les présidents, n'est-ce pas? Mais la diversité des techniques juridiques n'a aucune incidence sur l'identité et la similarité des finalités poursuivies. En gros, ils vont utiliser plusieurs techniques de révision, techniques de changement, techniques voilà. Il y a plusieurs techniques qui sont évoquées dans ça et là, mais les finalités restent et demeurent les mêmes, n'est-ce pas? L'objectif confiscatoire du pouvoir.
au Cameroun, on sait que le président camerounais Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, n'est-ce pas? 82, et ensuite il a été élu en 84, en 88, 92, 97, ainsi de suite. Et ce n'est qu'en 2008, il a encore changé le verrou. Donc il a révisé la Constitution pour lui permettre, n'est-ce pas, d'enlever les limitations. Et aujourd'hui, vous savez qu'il est encore au pouvoir, alors qu'il a, je ne sais pas quel est l'âge qu'il a actuellement. Et voilà, 86 ans. Et donc, vous savez que la même situation a eu lieu avec le président Gnassingbé et Adema en 2002, lorsque la disposition de l'article 61 de la Constitution ne lui permettait pas, n'est-ce pas, de faire un troisième mandat. Eh bien, le président a tout simplement révisé la Constitution pour lui permettre de faire un autre mandat qui n'a d'ailleurs pas mené à fond. Donc, il y a la technique de la révision de la Constitution en vue de supprimer les dispositions, n'est-ce pas, qui sont de nature à limiter le nombre de mandats. Et ça, c'est la technique de la révision. Mais il y a aussi des États qui adoptent tout simplement la technique du changement constitutionnel. Et c'est le cas, par exemple, du Niger, où le président Mamadou Tandja est au pouvoir depuis 2009, au pouvoir depuis 1999. En 2009, il considère que les projets qu'il a initiés ne sont pas terminés, une situation très voisine de la nôtre, et qu'il fallait donc qu'il fasse un troisième mandat, histoire de terminer officiellement ses projets. Et vous voyez bien qu'il a dissous le Conseil constitutionnel qui avait rendu un avis défavorable pour ces projets. Il a renversé le gouvernement, donc il a dissous le gouvernement, et il a organisé des forces, le référendum, du 4 août en l'occurrence, référendum qui a entraîné un mouvement, une forme d'insurrection. Près de 40 000 personnes se sont manifestées le 14 août, et le 18, il y a un groupe de militaires qui a pris le pouvoir et qui a organisé les élections. Je suppose que vous connaissez bien l'histoire. Au Burkina également, vous le savez, le président Blaise Compaoré, après le décès, après l'assassinat de son ami Sankara en 87, prend le pouvoir. Et vous le voyez bien, en 91, une nouvelle constitution est élaborée. Ensuite, cette constitution prévoit des mandats de 7 ans. Et à partir de 1997, à un an avant les élections, il change de la Constitution pour enlever, n'est-ce pas, le verrou. Et en 2000 également, il change de nouveau, il révise de nouveau pour introduire, n'est-ce pas, des dispositions afférentes à un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Et en 2014, il veut essayer la même chose. Je suppose que c'est l'exemple qu'on connaît le plus. Il a fini par quitter le pouvoir, comme vous le savez, ce qu'on pourrait qualifier par certains juristes d'insurrection révocatoire, que je sais que vous savez très bien. Au Tchad également, vous le savez, en 2004, le président a révisé la Constitution et vous savez qu'il est toujours au pouvoir. Donc, il y a également, n'est-ce pas, la technique utilisée au Congo, en République du Congo, et en l'occurrence avec le président, comment il s'appelle, le président Denis Sassou Nguesso, qui a effectivement en 2016, pour perpétuer ce qu'il a commencé en 1979, puisqu'il est au pouvoir depuis 1979, a également initié justement ce projet qui visait à lui donner la latitude de faire un autre mandat. Et vous savez qu'il a réussi son projet. Et vous verrez donc, je prends des exemples des présidents qui ont réussi et des présidents qui ont échoué. Et que dans tous les cas, il faut tirer deux conséquences. Qu'ils aient réussi ou non, il y a eu des morts. Qu'ils aient réussi ou non, il y a eu des destructions des biens publics ou privés. Mais qu'ils aient réussi ou non, nous avons des conséquences à tirer dans la lutte que vous avez amenée. Que le débat n'est pas finalement, et c'est d'ailleurs l'intérêt que je trouve au sujet, un débat juridique, mais c'est aussi un débat politique, c'est un débat économique, et qu'il convient de tirer les conséquences qui découlent. Donc je disais en fait, et très rapidement, que malgré la diversité des techniques juridiques, parce qu'il y a une dernière technique juridique que j'ai appelée la technique de la candidature imposée, c'est le cas du Burundi avec Pierre Nkurunziza, qui ne s'est même pas fatigué, le moment venu, il a simplement dit je suis candidat. Et puis tous ceux qui ont voulu faire s'opposer connaissent leur propre sort. Et enfin, je disais que la diversité de ces techniques, quelle que soit la variété des techniques, les objectifs restent et demeurent les mêmes. Mais si les objectifs restent et demeurent les mêmes, quelles sont les constatations exactes que nous faisons lorsque les projets sont lancés? Première constatation, c'est la défense ex ante, la contestation par les militants ou par les tenants des projets, ex ante du lien direct entre les projets de révision ou de changement et la volonté du président de se reconduire au pouvoir. C'est-à-dire qu'on conteste systématiquement le lien à la base. Mais si on conteste le projet, vous voyez bien, Denis Sassou Nguesso contestait, le ministre des médias congolais disait précisément que la révision constitutionnelle était motivée strictement sur l'idée d'une modification de gouvernance. C'est le terme qui a été utilisé. En gros, il changeait de constitution juste pour changer de gouvernance. En République de Guinée, vous voyez bien que le président Alpha Condé n'a rien dit pour l'instant. Et bon, il a déjà suffisamment dit pour qu'on sache qu'est-ce qu'il veut dire. Mais vous voyez bien que le parti a dit qu'il n'a jamais dit qu'il est candidat et que tout ça n'est motivé que par l'avenir du pays, ainsi de suite. Donc il y a une forme de contestation ex ante du lien direct existant entre le changement, entre le projet
projet et la finalité officielle poursuivie par le projet. Mais s'il y a cette contestation, on sait aussi à titre expérimental qu'il y a une révélation ex post du lien inextricable entre le projet et les candidatures, puisque à chaque fois qu'ils ont contesté, après que le projet de révision ou de changement ait eu lieu, ces gens ont toujours été candidats. Je n'ai pas vu 2 exemples ou 3 où le président in fine a dit je ne suis pas candidat. Alors que si vous acceptez le principe de la modification, et c'est pourquoi j'apprécie justement le propos de M. Fadiga, vous acceptez le principe du référendum. Ceci n'est pas du tout un propos de juriste, puisque j'aurais bien pu dire oui, les référendums sont possibles sur tous les sujets. Vous ne vous opposerez pas à la candidature de monsieur, parce que juridiquement, n'est-ce pas, le changement de constitution a pour fonction de neutraliser les limitations formelles et substantielles qui l'empêchent, n'est-ce pas, d'être candidat. Or, en changeant de constitution, toutes ces limitations deviennent inopposables au président de la République. Or, il n'est pas citoyen moins que vous. Donc, vous savez où se place la lutte. Et donc, si, en définitive, le dernier aspect, je termine sur ce point, si le projet s'inscrit pleinement, n'est-ce pas, dans des exemples que vous connaissez, ouest-africains et africains, Lato Sensou, c'est un projet qui est irréversiblement, j'ai bien dit, irréversiblement attentatoire à la transition démocratique. Et ceci, j'utilise l'adverbe irréversiblement, pourquoi? Parce qu'en fait, il est attentatoire à l'alternance démocratique, quel que soit le résultat du projet. Que le projet réussisse ou qu'il échoue. Parce que vous et moi savons que les gens ne resteront pas couchés à la maison une fois que le processus sera lancé et qu'ils sortiront faire des manifestations. Or, il ne me semble pas que l'expérience de la manifestation en Guinée nous dise qu'il n'y a jamais de morts, il n'y a jamais de blessés. Voyez-vous pourquoi je tire en fait, et je trouve légitime, n'est-ce pas, l'adverbe irréversiblement. Et pourquoi en fait c'est irréversiblement une situation qui est attentatoire? D'abord parce qu'il y a des incidences, puisque vous me parlez des risques, n'est-ce pas, du projet. Au Burundi, le projet que je vous ai imposé et que j'ai qualifié de candidature imposée a donné lieu, n'est-ce pas, à 230 000 réfugiés dans les pays voisins. 230 000 réfugiés et une quarantaine de morts lorsque le président de la République a voulu, par la force, s'imposer. En République du Congo, il y a eu 42 morts lorsque le président de la République, dans le cadre des élections de 2016, s'est imposé et a changé, a révisé la Constitution. Au Burkina Faso, l'Assemblée nationale a été brûlée et ensuite, il y a eu 3 morts. Au Cameroun, il y a eu une centaine de morts en 2008 lorsque le président... Il ne me semble pas que la contestation du projet se base exclusivement sur l'idée abstraite d'une alternance politique. Une fois qu'elle doit entraîner un mort, a fortiori dit souvent, Maître El Kati a évoqué l'idée d'attirer l'attention sur le président. Il devrait être très important de regarder le nombre de morts généralement évoqués au soutien de ces projets. En définitive, et c'est le dernier aspect, je suppose que je n'ai pas plus d'une minute à cet égard, la question que je pose est celle de savoir, et c'est d'ailleurs le dernier aspect, pourquoi je dis que ce projet est irréversiblement attentatoire? D'abord parce que qu'il réussisse ou non, le projet aura déjà entraîné des turbulences politiques. Or, la démocratie telle que le préambule l'a prescrit, telle que les conférences nationales souveraines dans les années 1990, initiées d'ailleurs au Bénin, ensuite au Congo et dans beaucoup d'États africains, même si chez nous, c'est encore un coup d'État qui nous a permis, n'est-ce pas, le basculement de la Constitution évoquée de 82 à 90, vous le savez très bien plus que nous. Ce qui est très important, c'est qu'en réalité, la démocratie telle qu'on l'a voulu, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un au parti RPG et ici qui pense qu'on a voulu, n'est-ce pas, en instituant ces règles d'alternance politique, attendre que le président décida de renoncer à être candidat à chaque fois qu'il y ait des morts, ainsi de suite. Il me semble que c'est un processus normal de dévolution du pouvoir organisé par la Constitution et qu'à la fin de chaque 2 mandats, que le président en exercice tout simplement veille à l'organisation des élections, y compris avec l'organe dit indépendant qui a été institué la CENI. Et donc, une fois qu'il y a la turbulence, une fois qu'il y a les manifestations politiques, a fortiori des morts, il ne me semble pas que nous soyons dans l'alternance politique similaire à celle que nous entendions. Et en définitive, ces projets d'alternance politique ont, puisque je vous ai dit que je reposais mon propos sur une approche empirique, entraîné parfois des coups d'État. Et donc, qui dit coup d'État ou insurrection révocatoire, dit probabilité de retour à la situation transitoire. Situation transitoire dont on sait qu'elle a été, n'est-ce pas, à la base de l'adoption de la Constitution. Constitution qui, selon le pouvoir, est illégitime. Voyez-vous finalement que ce projet est susceptible de nous ramener à la situation qui a créé un ordre constitutionnel considéré comme illégitime. Illégitimité qui justifie du coup que le président décida de nouveau de... Exposé. Moi, je me suis focalisée sur le taux de croissance qui, selon vous, selon les estimations qu'on a, serait en hausse depuis 2015. Alors, moi, la question que je me pose, je me dis, mais si notre taux de croissance est en hausse, mais à qui profite tout ça?
Est-ce que c'est au Guinée? C'est une très bonne question. Mais, sauf que notre taux de croissance, qui est autour de 5,8% depuis fin 2018, n'est pas suffisamment robuste pour infléchir le taux de pauvreté, le taux de chômage. C'est vrai qu'on est autour de 5%. C'est robuste comparativement à beaucoup de pays. La France est autour de 2 ou 3% de taux de croissance. Mais il nous faut un taux de croissance de plus de à peu près 2 chiffres pour réduire la pauvreté. Et donc, ce taux que j'ai donné dans les explications n'arrive pas à infléchir sur la pauvreté et ça ne profite pas nécessairement à réduire le taux de pauvreté. Parce que c'est mal réparti. Parce que les richesses sont mal réparties. C'est pas seulement parce que les richesses sont mal réparties, parce que le concept de taux de croissance, c'est un indicateur, c'est un agrégat macroéconomique qui n'a rien à voir avec la qualité de vie. En fait, ça mesure simplement la production. Ce que le pays produit, c'est en termes de valeur ajoutée dans le secteur agricole, dans le secteur de l'élevage. Et donc, c'est pourquoi le PIB, le taux de croissance, n'est pas un critère pertinent en termes de qualité de gouvernance économique. C'est pourquoi moi, je me réfère plus, et même les institutions, c'est sur l'IDH, l'indice de développement humain. Cet indice, c'est un indice composite et plus fiable, parce que ça tient en compte même du taux de participation des femmes dans les prises de décision. Vous imaginez un peu le taux de participation des femmes dans les prises de décision, le taux de scolarisation des enfants, ainsi de suite. Guinée, de la Guinée d'Ahmed Sékou Touré, la Guinée, mais je parlerai plus du premier secrétaire, je dis bien du premier secrétaire de l'OUA, M. Diallo Telli. Premier secrétaire de l'OUA, M. Diallo Telli, que j'ai lu pas mal de ce qu'il avait fait. Mes frères de la Guinée, merci, je suis avec vous de tout cœur. Par rapport aussi à ce qui se passe en Guinée, la semaine dernière, j'étais donc à Washington, où s'est tenu le sommet aux Nations Unies. Effectivement, j'avais eu à croiser le professeur Alpha Condé, pour ne pas dire le président. Parce que M. Alpha Condé, quand il était ici en France, j'avais eu l'occasion d'assister un peu à une de ses réunions, quand il était dans l'opposition. Parce que, bon, j'avais la sympathie pour lui à cette époque-là. Mais aujourd'hui, moi, personnellement, je l'ai qualifié, je l'ai mis du côté des dictateurs. Je l'ai eu à rencontrer à Washington, et à une forte communauté guinéenne aussi aux États-Unis. J'avais eu à manifester ensemble avec eux. Donc, mes frères et sœurs de la Guinée-Conakry, donc, quand je dis, je suis de tout cœur avec vous. J'ai lu un tout petit peu l'article, la Constitution de la République de Guinée, mais moi, je me suis arrêté à l'article 154. Je le relis un tout petit peu, l'article 154. Donc, la réforme républicaine de l'État, le principe de la laïcité, le principe de l'unicité de l'État, le principe de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, le pluralisme politique et syndical, le nombre et de la durée des mandats du président de la République ne peuvent faire l'objet d'une révision. Moi, je reste sur l'article 154. Nous, au Congo-Brazzaville, nous avons eu le même problème. Je remercie mon frère qui avait intervenu, qui avait parlé du Congo-Brazzaville. Et je vais vous faire comprendre que le problème de la Guinée n'est pas que à l'intérieur de la Guinée. Le problème de la Guinée était aussi à l'extérieur de la Guinée. Je vais vous faire comprendre pourquoi je le dis. Parce que M. Alpha Condé, il a un ami intime, qui est M. Sassou Nguesso. M. Alpha Condé se rend souvent au Congo-Brazzaville, plus précisément à Oyo. M. Alpha Condé, donc, il a pris les mauvaises habitudes. Donc, il a pris les habitudes de M. Sassou Nguesso qui a eu à modifier la Constitution. Voilà la Constitution du Congo-Brazzaville de 2002, que M. Sassou Nguesso avait prêté serment à respecter. Dans cette Constitution de 2002, il y a 2 verrous. Donc, la limitation du mandat et la limitation d'âge. Qu'est-ce que M. Sassou Nguesso avait fait? C'est d'enlever cette Constitution de 2002 qu'il avait juré à respecter pour nous ramener la Constitution de 2015 que j'ai là devant vous,
la Constitution de 2015. Et dans la Constitution de 2015, donc la nouvelle Constitution qu'il a forcée, parce qu'il y avait eu un référendum au Congo-Brazzaville, il y avait eu tant de morts. Le nombre que mon frère a donné, c'est les chiffres que les médias avaient donnés, mais il y avait eu plus de 60 morts. Il y avait eu plus que ça. Donc dans sa nouvelle Constitution, taillée sur mesure de M. Sassou Nguesso, je vais vous lire l'article 96, qui est dit « Aucune poursuite pour des faits qualifiés, crimes ou délits, ou pour manquement grave à ses devoirs, commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction, ne peut être exercé contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. » Donc, M. Sassou peut tuer, peut voler, peut violer, peut tout faire. Donc, quand il ne sera plus président, il ne pourra pas être poursuivi. Voilà. Voilà. Mes chers frères et sœurs de la Guinée-Conakry, si vous regardez bien en Afrique maintenant, ce ne sont plus des coups d'État militaires, c'est maintenant des coups d'État constitutionnels. Et il faut savoir une seule chose, ces dictateurs-là se soutiennent entre eux. Moi, j'appelle cela le syndicat des dictateurs. Monsieur Alpha Condé est soutenu par Monsieur Sassou Nguesso. Ça, vous devez vraiment le savoir. Entre eux, ils se soutiennent. Donc, aujourd'hui, au niveau de la Guinée, pour ne pas dire si vous ne vous battez pas, mais je dis bien si nous, parce que nous sommes tous concernés, si nous ne nous battons pas, M. Alpha Condé risquera encore de rester là. Ce professeur que moi je respectais beaucoup, je connais la Guinée, comme je dis, je ne veux pas rentrer un peu dans tous les détails, mais bon, à travers un footballeur, même si aujourd'hui il joue dans l'équipe de France, mais il est quand même d'origine guinéenne, donc un petit que j'ai vu grandir, Paul Pogba, donc je connais un peu Zéro Corée, donc je connais un peu la Guinée, mais aujourd'hui c'est que si nous ne nous battons pas, M. Alpha Condé risquera de rester au pouvoir comme son ami Sassou Nguesso a eu à le faire aujourd'hui au Congo-Brazzaville. Mais avec l'appui de la France aussi. Disons les choses clairement. Parce que c'est M. François Hollande qui avait dit que M. Sassou Nguesso avait le pouvoir de pouvoir consulter son peuple. Or qu'il n'avait pas le pouvoir de pouvoir consulter son peuple puisque la Constitution de 2002 l'empêchait, l'interdisait. Alors aujourd'hui, quand j'ai eu à rencontrer, donc à croiser le professeur Alpha aux Nations Unies, j'étais à 2 doigts de l'interpeller. J'étais à 2 doigts de l'interpeller. Oui, je vous le dis clairement, j'étais à 2 doigts de l'interpeller. Mais le problème, c'est qu'aux États-Unis, les règles sont différentes un peu ici en France. Donc, c'est vrai qu'aux États-Unis, vous pouvez interpeller quelqu'un, et surtout dans le secteur où on se trouvait des Nations Unies, c'était vraiment un secteur à haute sécurité. Il était avec son équipe. J'avais pu rejoindre maintenant mes frères et sœurs de la Guinée, nous avons manifesté ensemble. Ils sont vraiment déterminés aux États-Unis. Battons-nous, parce que sinon, comme venait de le dire mon frère, le pire pourra se produire en Guinée. Le pire, c'est que c'est quoi? La majorité de la population n'accepterait pas un 3e mandat d'Alpha Condé, mais que lui, il va pouvoir s'imposer par la force. Et le peuple guinéen va se soulever. Et on sait bien comment cela se passe. C'est quoi? Comme les dictateurs se soutiennent entre eux, il va avoir l'appui militaire des autres pays. Et c'est ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Parce que M. Sassou Nguesso a eu l'appui militaire du Tchad et des autres pays, sans compter les mercenaires. Donc, ceci dit, battons-nous pour ne pas que M. Alpha Condé, lui qui pleurait ici sur la place de Paris, quand il était ici, quand il organisait ses réunions, lui qui montrait du doigt les autres, et en les traitant de dictateurs, mais que lui-même il est devenu un dictateur. Moi, j'ai une question à lui poser, M. Alpha Condé. Moi, je suis quelqu'un, si vous regardez dans le Facebook ou YouTube, je parle avec des preuves. Dommage que j'ai changé de sac, le document est resté à la maison. M. Sassou Nguesso lui avait pété 50 milliards de francs CFA. Vous allez dans les réseaux sociaux, vous allez voir. 50 milliards. Cela est vraiment faire. Voilà, merci. Mais les 50 milliards n'a pas servi au peuple guinéen. Ça, je peux vous l'affirmer. Mais ceci dit, quand il avait prêté cet argent, c'est au nom du peuple guinéen. Mais cet argent n'a pas servi au peuple guinéen. Cet argent a servi à ses peuples besoins, à ses peuples soins. Mais quand cet argent-là sera restitué, c'est le peuple guinéen qu'on va demander à restituer cet argent. On lui avait prêté 50 milliards de francs CFA. Alors, donc, comme je venais de le dire, battons-nous pour que M. Alpha Condé puisse comprendre que le peuple guinéen n'est pas d'accord. Et on n'acceptera jamais un 3e mandat de M. Alpha Condé qui veut s'imposer par la force.
Il avait juré à respecter la constitution guinéenne, il avait juré, et il doit le respecter. Il doit le respecter. Donc, vraiment, merci de m'avoir invité. C'est ce que je voulais dire. Je ne resterai pas long, le temps m'a été imparti. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je remercie mon frère Fadiga et vous qui êtes aussi venus nombreux dans la salle. Merci beaucoup. Je suis de tout cœur avec vous, mes frères de la Guinée. Merci. Et je vais commencer mon allocution en parlant de la communauté. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Parce que parfois, quand on voit ça sur les réseaux sociaux, on se rend compte que certains pensent que la communauté, c'est l'ethnie. C'est-à-dire, ma communauté, c'est mon ethnie. Or, dans une république qui est normée par une constitution, par des lois, par des droits et devoirs, la communauté se retrouve derrière une bannière. Cette bannière, c'est le drapeau que nous portons, le rouge, le jaune et le vert. C'est ça la communauté guinéenne. La communauté guinéenne est composée de toutes les ethnies, de toutes les composantes, de toutes ces ethnies. Je pense qu'il y en a une quarantaine d'ethnies en Guinée. C'est ce qui forme la communauté guinéenne. Donc il ne faudrait pas faire de l'amalgame là-dessus. Il faudrait être très vigilant et dire que la communauté guinéenne, c'est toutes les ethnies qui se retrouvent en Guinée et derrière cette bannière qui est le rouge, le jaune et le vert. Alors, il est très difficile de prendre la parole derrière ces éminents confrères. Je ne suis pas juriste, ne me prêtez pas la robe, je suis juste analyste et logisticien. Donc je vais essayer de relater aussi, parce que nous sommes dans un combat politique. Mon frère Kotom Bendouno l'a rappelé tout à l'heure, c'est aussi politique, cette constitution. Nous sortirons d'ici armés, parce qu'il faudrait écouter, nous ne sommes pas juristes, il faudrait écouter les différentes réactions de ces juristes pour que nous sachions comment répondre aux allégations de certaines personnes qui veulent défendre une constitution dont ils n'ont pas vu une seule ligne, et aussi ils veulent changer une constitution qu'ils n'ont pas lue. Donc c'est très très grave. Alors nous allons parler de l'évolution. J'ai fait un constat globalement décevant. C'est vraiment décevant de ce constat. Et ce constat, je l'ai écrit en 2009. Pourquoi c'est décevant? Parce que de 2009 à nos jours, il n'y a pas eu de changement. Aucun changement n'a été enregistré. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire nous sommes en train de stagner. Or, un pays ne doit pas stagner. Il doit être en perpétuel mouvement, comme le philosophe le fait, en quête perpétuelle du savoir. C'est comme ça que nous devons être. C'est ça la conduite que nous devrons avoir. Les Guinéens n'en peuvent plus de la politique telle qu'elle se fait. Ou plutôt, on peut dire telle qu'elle ne se fait pas. Les attentes des Guinéens sont énormes. Ils demandent à être écoutés et dirigés de façon responsable. Cependant, les Guinéens ne sont pas rassurés. Pourquoi ils ne sont pas rassurés? Jamais l'inéquation entre l'offre et la demande politique n'a été si grande. Les hommes qui incarnent ce système, je parle du système politique, sont eux-mêmes en porte-à-faux. Voici la gravité de la chose. Ainsi, le système lui-même ne correspond plus aux exigences d'efficacité et de moralité que réclament nos citoyens. On parle d'une évolution politique, moi je ne dirais pas une évolution politique, je dirais plutôt que nous sommes en train de régresser dans cette évolution politique. Le processus s'inscrit dans une vaste tendance de recherche et de repères dans un monde toujours plus rapide et incontrôlable et correspond à la volonté de nos citoyens de voir se rapprocher d'eux les structures de la société dans ce tournant de notre histoire où règne en maître individualisme et solitude. Ainsi, la Guinée se trouve en porte-à-faux. C'est le pays même qui se retrouve en porte-à-faux. Entre la politique un métier et la politique une vocation. Alors, il faudrait savoir que le métier, c'est ce que nous tous nous exerçons ici. Chacun a peut-être un métier, mais la politique ne doit pas être un métier parce que parfois nous allons au boulot, on est nonchalant, on bâcle le travail, on n'arrive pas à... Parce qu'on n'est pas bien, on vient, on fait ce qu'on veut. Mais dans la politique, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. C'est-à-dire qu'il faut être voué à ce domaine pour venir exercer dans cette forme de politique. Le FNDC est en train de s'installer, c'est très bien. D'accord. Alors,
Je disais donc que la Guinée se trouve en porte-à-faux entre la politique un métier et la politique une vocation. Le problème majeur réside dans le fait que le pouvoir n'est pas dissous, à mesure que d'autres pouvoirs aussi apparaissent. Cette dérive est l'une des caractéristiques de l'évolution politique de ces 61 dernières années. La Guinée en souffre. En effet, une accumulation des niveaux décisionnaires détermine de très importants surcoûts au fonctionnement de la démocratie, génère une confusion entre les différents niveaux de responsabilité et enfin engendre suffisamment d'opacité pour permettre l'éclosion de pratiques plus ou moins frauduleuses. On parle aujourd'hui d'une nouvelle constitution, c'est une pratique frauduleuse. Ils sont là, ils l'ont dit, ils l'ont expliqué, ils l'ont explicité de manière très large pour qu'on puisse se défendre contre ceux-là qui n'ont pas encore compris que la constitution du 7 mai 2010 n'a aucune velléité. Elle est très claire. Ça engendre suffisamment d'opacité, ça permet l'éclosion de pratiques plus ou moins frauduleuses, on est d'accord. Et pourquoi cette pratique frauduleuse? C'est parce que le pouvoir qui régisse la société civile guinéenne, ou la société politique plutôt guinéenne, n'est pas dissous. Il semble alors ça de réfléchir à quelle Guinée nous voulons continuer de bâtir, avant de faire des choix dans la structure des organisations et collectivités. La Guinée a vu la politique clairement devenir un métier pour ceux qui la pratiquent, et non plus une vocation. Et ce, à force de recruter ses dirigeants quasi essentiellement dans un vivier. Nous sommes en train de faire du recyclage. Alpha Condé est le champion du monde du recyclage. Dans un vivier, donc ainsi dire, formé dans l'État. Ainsi bien que lui, le pouvoir perd une grande part de sa légitimité. L'État guinéen ne résout plus les problèmes qu'on lui pose. C'est très très grave. Il est à lui seul l'un des plus gros problèmes que nous ayons à résoudre. L'État est en crise. Cette crise revêt plusieurs aspects. Nous avons la crise d'identité, nous avons une crise d'efficacité, nous avons une crise morale, plus visiblement encore, mon confrère l'a dit, l'économiste, une crise financière. Donc en somme, il y a une définition qui régit tout ce qui se passe encore, cette évolution qui est stagnante, qui ne marque pas encore le pas d'un tournant, d'une alternance démocratique que nous voulons. En définitive, la nation est reconnue comme une communauté de citoyennes et de citoyens. C'est quoi un citoyen? C'est quoi une communauté? Ce sont des personnes qui se regroupent librement autour de valeurs sociétales qui les animent. C'est ça le citoyen. Et l'action citoyenne est une action civique aussi, comme le droit de vote. Mais le premier droit du citoyen est un devoir. Et quel est ce devoir? Ce devoir suggère qu'on doit se battre pour la Guinée pour maintenir en vie l'idéal démocratique voulu par nos ancêtres depuis des lustres. Donc il incombe à tout un chacun de porter la cape, de porter une robe, de porter le pagne, que les mères attachent leur taille pour que nous ayons défendre la Constitution, qu'on ait une alternance démocratique. Il est fondamental. Je vous remercie. Madame la coordinatrice. Très bien. D'une ethnie ou d'une autre, mais qu'il est important que tout Guinéen se détermine, s'identifie d'abord en étant vraiment Guinéen, citoyen guinéen. Et aujourd'hui, si on est là, notre combat porte sur ça aussi. Voilà, la préservation de cette citoyenneté, la préservation des acquis que nous avons eus depuis 1958 et depuis plus récemment encore l'émanation de la démocratie en Guinée. Nous avons une démocratie qui est naissante, elle est toute jeune, donc elle demande à ce que vraiment qu'on la consolide. Donc c'est pas en changeant de constitution ou en ayant un président qui, après avoir goûté au miel du pouvoir, veut s'éterniser. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir préserver nos droits et surtout pas comme ça qu'on va en tout cas préserver la paix sociale dans notre pays. Les différents intervenants vous ont parlé sur le plan juridique, législatif, ce qu'il en était. D'autres vous ont parlé
sur le plan sociétal les risques que ça pouvait encourir, c'est-à-dire que cet changement de constitution ou une nouvelle constitution. D'autres vous en parlez aussi. Sur le plan économique aussi, on a bien compris que la Guinée est loin, malheureusement, d'être un bon élève dans ce cas-là. La ménagère, elle se demande tous les matins qu'est-ce qu'elle va mettre dans son panier de ménagère pour nourrir sa famille. C'est-à-dire qu'il y a une richesse chez nous, on nous le dit, on l'entend tout le temps, on a cette fierté de dire la Guinée est riche, la Guinée est riche. Mais attendez, on ne produit pas de richesse, pour le moment en tout cas. Et les populations n'en bénéficient pas non plus. Sauf un petit groupe, un petit noyau en profite, mais le Guinéen en lui-même n'en profite pas. Donc on voudrait que tout ça se change. Et pour changer, c'est à nous de nous prendre en main. C'est à nous d'aller chercher ce changement. On ne va pas attendre qu'on nous le donne, on ne nous le donnera pas. Donc on vous appelle, tout Guinéen que vous êtes, toute Guinéenne que vous êtes, il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève aujourd'hui, qu'on prenne notre destin en main. Surtout qu'on sache ce qu'on veut. Et ne tombons pas dans les pièges des dirigeants qui veulent diviser pour mieux régner, nous mettre les uns contre les autres. On est des frères et sœurs. On se bat tous pour ce même pays qui est la Guinée. Donc il faut qu'on se batte. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, maintenant là qu'il faut le faire. Il ne faut pas attendre parce que demain, ça sera trop tard. Parce que ceux qui sont en face de nous, ben, ils avancent. Hein. Ils avancent très bien. Donc à nous de savoir ce qu'on nous voulons, à nous de savoir est-ce que cette démocratie, on la veut, est-ce que cette liberté, on la veut, est-ce que cette indépendance, on la veut. Donc c'est à nous d'aller la prendre. C'est à nous, notre identité guinéenne est en jeu et donc c'est à nous de prendre tout ça, c'est à nous de décider. Le peuple est souverain, mais faut-il encore que le peuple soit conscient de sa souveraineté et que prenne son destin en main. Donc moi je dis, et le FNDC France, le FNDC national, on dit on est contre le changement de constitution, on est contre une nouvelle constitution et on est contre un troisième mandat de M. Alpha Condé. Amoulam fait, Amoulamma, Agasata, Vive le FNDC, Amoulam fait, Alpha Condé, Amoulam fait, Alpha Condé, Atala Bena, Gassata, nous vaincrons. Pas de troisième mandat. Pas de nouvelle constitution. Pas de glissement. 2 mandats, c'est bon.